Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, les grandes gueules. Merci de votre fidélité. Ces questions que nous nous posons en ce matin, quels sont ces chantiers prioritaires? Comment appréhende-t-il l'immense espoir que suscite sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation? S'estime-t-il déjà sous la pression? Dr Banobari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a choisi donc les grandes gueules pour s'exprimer ce matin, pour dévoiler ces chantiers prioritaires. Ces questions aussi autour de 8 corps de victimes des manifestations du FNDC de janvier, février et mars qui seraient toujours confisqués et gardés aux frais à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Comment le FNDC perçoit l'attitude du pouvoir en place, donc le pouvoir en place que le FNDC accuse de refuser de rendre ces corps aux familles concernées? Pour quelles raisons ces corps, si c'est le cas, restent-ils gardés à l'hôpital Ignace Dine? On pose ces questions à Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, et à sa suite Dr Mohamed Awada, il est directeur de l'hôpital national Ignace Dine. Tous les deux, ils vont prendre la parole chez nous ce matin. Avant de continuer, parce que dans un instant, on nous signale que nous pourrons entendre le ministre Papa Koulikouma. Avant de lui donner la parole, on y va avec vos réactions. D'abord sur hashtag Espace GG avec Abdoulaye Fougoumba qui nous dit ceci. Bonjour les GG. Le problème ethnique et communautaire est nourri et entretenu par le pouvoir public, mais malheureusement, nous, les pauvres citoyens aussi, nous refusons de faire une prise de conscience pour notre vie, vivre ensemble, et la justice est la mère de tous ces problèmes, nous dit ce matin Abdoulaye Fougoumba. On continue toujours sur hashtag Espace GG avec Ali Macron. Bonjour les GG. En Guinée, l'indignation de ce gouvernement a toujours été parcellaire, partielle et à géométrie variable à l'aune de ses intérêts politiques sordides. La vie humaine n'a jamais été la tasse de thé du gouvernement. Pauvre de nous, c'est Ali Macron qui nous envoie ce message. Cet autre, avec qui exactement? Si c'est Mamadou Saliou, ne vous étonnez pas si le PRAC ne s'indigne pas quand il y a des bavures ou des conflits meurtriers dans certaines régions de la Guinée. Il est dans sa politique de division et d'intimidation qu'il a conduite au pouvoir en 2010 avec Alpha. Les Guinéens ne seront jamais unis, nous dit Cissé Mamadou Saliou. On continue avec ses auditeurs sur hashtag Espace GG avec Clark à présent. La justice encore, la justice. La réalité, c'est qu'en Guinée, nous n'avons pas de justice. Tous ces soi-disant membres de la justice ne sont ni plus ni moins que des hypocrites. Et c'est clair que sous le régime d'Alpha Condé, ça ne risque pas de s'améliorer, estime Clark qui nous envoie ce matin ce message. On y continue avec Diakaria au Bournumbo du côté de l'UFDG. Bonjour, l'indifférence de ce gouvernement décadent n'est pas une première en Guinée. Alpha Condé n'a jamais compati aux douleurs des régions du Fouta et de la Forêt avec des violences qui ont engendré plusieurs morts. La non-restitution des corps aux familles éplorées est cynique, nous dit ce matin Diakaria au Bournumbo. On continue avec cet autre El Bangou. Bonjour les GG. Combien de citoyens tués arbitrairement sur l'axe Le Prince et à travers le pays? Où en est-on avec la compassion du gouvernement? Il pose la question. En Haute-Guinée, c'est 0 mort et interpellation lors des manifs. L'indifférence du gouvernement est remarquée depuis des lustres, nous dit ce matin El Bangou, qui donc on nous suit à la radio ou à la télévision. On continue avec cet autre Fassouloua. Bonjour, salut les GG. Le gouvernement n'a jamais pris au sérieux la situation de la forêt malgré ses multiples tueries. Il ne reste que la compassion, mais ne serait-ce que la compassion, mais rien du tout ça aux vrais forestiers de prendre leurs responsabilités pour le respect de notre région, nous dit ce matin Fassou Loua. Toujours sur hashtag Espace GG. Cette fois-ci, c'est Fofana Émile Béni
qui nous écrit: bonjour les GG, Titi, l'indifférence du gouvernement bat son plein car le peuple apprend, subit ou provoque toujours des violences ou viols ou détournement du fonds public, etc. Mais aucune action de justice ne sera entreprise par la suite. Silence radio éternel, nous dit Fofana Émile Béni ce matin. Cette dernière réaction sur hashtag Espace GG avant de basculer sur l'autre plateforme. Bonjour Titi à toute l'équipe. Un pays où l'état de droit n'est pas respecté, où l'impunité règne dans tous les secteurs, les politiques font les yeux politiciens juste pour aboutir à leur fin. Sinon, pourquoi confisquer des cadavres pendant des mois? Ça sert à quoi? Il pose la question. C'est internaute, en l'occurrence, Hadi Premier. C'est des noms assez bizarres hein, du côté de Twitter. On continue avec ces réactions qui tombent à l'instant. Celle de Arfa Moussa Makadjabi. Bonjour Abouakar. Je rappelle à Mohamed Mara, en 98, Selou avait soutenu le déguerpissement des Kapororaï par le gouvernement dont il est membre. En 2019, il s'est porté défenseur de ces mêmes habitants devant le même cas. En 2011, il avait défendu par tous les moyens le référendum. En 2020, il s'est porté défenseur de la Constitution. Pourquoi s'en prendre au ministre Papakoli? Mohamed a un problème avec ce régime, estime Alpha Moussa Makadjabi. Sayo Mara, bonjour. Bonjour les GG. Ceux qui pensent que la forêt peut être un tremplin pour eux se trompent. La forêt est une région de paix. Bonne journée à vous. C'est Sayo Mara qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco, soyez optimiste de ne pas faire un procès d'intention sur le gouvernement qui doit faire la déclaration officielle. Donc soyez patients. Les enquêtes sont en cours pour élucider les faits. Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer parce que là ça va dans tous les sens. Il faut saluer la professionnalisation opérée par le DG de l'agence, Monsieur Camara. C'est tout de même une première. Les résultats sont progressifs. Nous signale donc une auditrice qui nous envoie ce message. Cette dernière, avant de continuer, nous signale que le ministre Papakoli Kourma est déjà en ligne. Depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir, les massacres sont devenus légion dans ce pays, mais aucune action judiciaire conséquente n'a été enclenchée. C'est Youssef du PDN. Les victimes des Galapaï, des Erekouré, Womé et de tout le reste du pays n'ont jamais obtenu justice. L'impunité est sans nul doute érigée en méthode de gouvernance. Aucune paix durable ou quiétude sociale ne peut être obtenue sans justice. Youssef Kaba, un séjour dans le Sankara. Et il est en direct, nous signale Bassikou, le premier à l'interroger. Le ministre Boukantier, M. Papakoli Kourma, en direct. Les grandes gueules. Monsieur Kourma. Bonjour, monsieur le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Oui, bonjour, ministre d'État. Bien sûr, bien entendu. Alors, voilà. Monsieur le ministre d'État, parce que ça vient d'être fait, il est désormais fait, ministre d'État de l'hydraulique et de l'assainissement. Bonjour, donc je reprends. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, allez-y. Monsieur Papakoli Kourma, on va commencer par les violences donc survenues du côté de Koyama. Et on a vu ce déchaînement de violences donc meurtrières qui a conduit à des morts et des blessés. Aujourd'hui, comment vous analysez cette situation du côté de Macenta? Et surtout l'indifférence du gouvernement pour le moment. Aucune communication du gouvernement que nous dénonçons dans ce studio. Oui, mais vous savez, quand vous dénoncez les choses, il faut les dénoncer dans le bon sens. Et avec comment on appelle ça, il ne faut pas aller avec le cœur. Mais non, comment ça avec le cœur? Mais comment ça avec le cœur, monsieur? Mais c'est un constat que nous posons ce matin. Aucun mot de compassion, aucune annonce d'enquête depuis le début de la semaine quand même. Vous appelez ça dire les choses avec le cœur? J'ai écouté tout à l'heure votre ami qui voulait verser ses venins. Et qui ça? Ce qui arrive à Macenta, c'est une question très très sensible et on ne peut pas aller comme les gens entendent qu'on aille. Il y a des dispositions qui ont été prises en off qu'on n'a pas besoin d'étaler ici. Dans le pays. Or, ce n'est pas le cas. C'est deux groupes qui se discutent le pain de terre et s'il s'en sort un événement malheureux, je crois qu'on va prendre avec beaucoup d'attention que de se mettre à vouloir politiser. Le gouvernement...
Je vous reviens. Alors, Il y a des fils du pays, il y a des fils de la région qui ont déjà pris des dispositions. Il y a un site, comment on appelle ça, il y a déjà un groupe qui est créé bien avant ces événements qui est en train d'écouter les différentes parties et prendre des dispositions pour envoyer une délégation. Le jour de l'éclatement de ces événements, chacun de nous sait ce qu'il a pu faire pour essayer de calmer les deux côtés. C'est vrai que ça... Dites-nous qu'est-ce qui est fait par le gouvernement, justement, pour ramener le calme, secondo, pour quand même punir les tueries. On ne peut pas continuer à tuer impunément quand même dans notre pays, Monsieur Kourouma. Il faut que le gouvernement ait tous les éléments d'appréciation. C'est vrai que la compensation, mais nous, on l'a déjà fait à la place du gouvernement. Nous avons des représentants à Koyama. Nous avons des fils de Koyama qui sont ici. Tout à l'heure, à 15h, nous avons une réunion qui va avoir dans son ordre du jour la situation de Koyama et comment il dépêche. Vous ne nous dites toujours pas qu'est-ce qui a été fait. Parce que de toutes les manières, il y a quand même des commissions de délit, il y a même des meurtres, il y a des crimes. Est-ce que la justice s'est mise en branle? Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Et on a besoin de comprendre. D'ailleurs, le gouvernement, on attendait au minimum un communiqué pour constater ce qui s'est passé. Et puis derrière, que la justice nous dise déjà que les enquêtes sont engagées et que le procureur s'exprime. C'est cela qu'on déplore. Zérekoré, la même chose depuis le 22 mars. Toujours, c'est quand même encore beaucoup de flou. C'est ça la question qu'on pose, monsieur Kourouma. C'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on va se mettre devant un micro pour voir salir le gouvernement par ses salives. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi bien. Laissez-moi parler. Ben non, mais de la justice. La justice fait son travail et on n'a pas le droit, le gouvernement n'a pas le droit de s'immiscer dans le travail de la justice. Est-ce que vous avez été sur le terrain? Est-ce que vous avez fait le constat que la justice n'a pas passé et qu'il n'a pas ouvert un dossier relatif à ce qui s'est passé? Je crois que non. Nous, ce que nous pouvons faire en tant que ressortissants de la région, c'est le cas social. Et nous sommes en train de le traiter en tant que tel. On n'a pas besoin de nous mettre sur les radios pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Voilà ce qu'on a fait. Ce que le gouvernement fait relève du gouvernement. Mais ce que les fils de la région doivent faire relève aussi des vies du gouvernement dans le cadre social. Mais en attendant, je pense... D'accord. Vous vous offusquez, mais de très peu, monsieur Kourouma. À chacun son rôle. Nous qui sommes de l'autre côté, comme vous le dites, notre rôle, c'est aussi de parler de ces faits-là, de ce qui se passe. Et aussi de vous demander, encore une fois, qu'est-ce qui est fait. Parce que les violences en Guinée forestière sont devenues quasiment cycliques. Elles reviennent régulièrement. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour briser tout simplement ce cycle-là? Et dans le cas de Macenta, on se demande, depuis le début de ces événements, on se demande pourquoi le gouvernement ne fait pas même un simple communiqué, alors que récemment à Koya, ici, il y a quelques semaines, c'est le même jour que le gouvernement a réagi. C'est cela ce qu'on ne comprend pas. Mais le même jour, Koya est à un micro de nous. Ce qui se passe là-bas, on a tous les éléments d'appréciation avant le soir. C'est différent de ce qui se passe à Koyama, à 140 km de Macenta, qui lui-même est à près de 800 km de Conakry. Monsieur Papakoli, donc vous venez de nous dire que parce que Koya est proche de Conakry, les choses seraient plus vite prises de sérieux. Et qu'à Zérekoré, il n'y a pas de représentant de l'État. Voilà pourquoi l'État ne peut pas nous rendre même un communiqué. C'est ça? Appelle comme tu veux. Moi, je parle en termes de distance et tu parles en termes de sérieux. Voilà Monsieur Papakoli, le gouvernement, depuis la crise de Koyama, n'a pas fait même une brochure ou même une petite lettre. Donc aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que vos parents de la forêt n'ont pas droit à la compassion? Pour que le gouvernement prenne les choses en main, il faut qu'il ait tous les éléments d'appréciation. Moi, en attendant, je vous parle en tant que ressortissant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'avoir toutes les données? Pourtant, ils ont des représentants. Monsieur Papakoli. Les parents bénéficient de notre compassion en tant que ressortissants. Je crois que c'est largement suffisant avant celui du gouvernement. Alors, que dire attendez, Mohamed. Que répondez-vous, monsieur le ministre d'État, que répondez-vous face aux accusations qui visent notamment vous, les cadres ressortissants de la forêt, en ce qui concerne toutes ces violences qui émaillent la région de la Guinée forestière? Je parle de ces violences qui sont récurrentes à Zérekoré, des violences dans d'autres parties de cette région. Des accusations sont dirigées contre vous, les cadres ressortissants de cette région, comme étant ceux qui instrumentalisent, qui tirent les ficelles de ces violences. Que répondez-vous?
Tant pis. Et vous pensez que moi, je vais répondre à des affaires? Ben non, quand même, vous n'allez pas dire tant pis, monsieur le ministre d'État. Non, ça ne passe pas. Non, mais quand même. Non, mais vous êtes une autorité, monsieur le ministre d'État. Vous êtes une grande autorité dans ce pays. Vous ne pouvez pas répondre par tant pis. C'est pas possible, monsieur le ministre d'État. J'ai dit tant pis pour ceux qui le disent comme ça. Et de l'autre côté aussi, il y a une autre voix. Il y a une autre voix qui pense que ce qui arrive est souvent politisé par des gens qui ne sont pas de même bord que nous. Alors, il faut qu'on se comprenne. Bien. On va pas s'entendre. Donc, il y a deux versions qu'il faut prendre et mettre sur la balance pour pouvoir peser qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi et pourquoi. Mais on ne peut pas se lever de but en blanc, on dit non, c'est parce que c'est les cadres, c'est ces cadres-là. Oui, mais M. Kourouma, quand on prend les événements de Zélé Koré, ils sont essentiellement politiques, puisque consécutifs quand même à une journée de scrutin. Donc, personne ne politise, ce sont quand même des événements politiques. Et qui, de par le fait de l'État, on enlève des corps, notamment qu'on va enterrer. Donc, forcément, c'est politique. Politique, il y a deux voies. Alors, donc, il faut prendre le juste milieu. En attendant, quand ces événements malheureux surviennent, je veux bien qu'on mette, comment on appelle ça, qu'on dise que c'est elle qui est responsable, Mais ceux-là qui disent que c'est elle qui est responsable, c'est peut-être pas Kikoli qui est responsable, ou c'est M. Moustapha qui est responsable, est-ce qu'eux, ils sont de la justice? On ne laisse pas la justice faire son travail, on veut influencer les événements par ce qu'on dit dans les micros ou par ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Bien, monsieur Papa Koli, on se calme dans ce studio. Monsieur, bien. De ce côté, je suis très serein. Et bien voilà. Monsieur Papa Koli, Elhadji Papa Koli Kourouma, ministre d'État de l'hydraulique, de l'assainissement, donc en direct dans cette émission. Une dernière question à vous, monsieur le ministre Papa Koli. Qu'en est-il de l'assainissement, de la question de l'assainissement? Nous faisions le constat, en tout cas à travers Alphonse Mara, qu'il y a un début de changement au niveau de Kaloum. Kaloum commence à changer de visage. Comment expliquer cet état de fait? Qu'est-ce qui a concouru à cette petite amélioration? Kaloum, mais c'est vrai que c'est Kaloum qui est regardant, c'est parce que c'est là-bas où tout le monde passe. Moi, ma référence, c'est Fossédé. Quand on prenait fonction à Fossédé, comme disent les autres, il y avait une montagne d'ordures incroyable. On a réussi à enlever cette montagne. Aujourd'hui, on vient d'installer un point de regroupement moderne. La fois dernière, quand je vous disais que si on allait, que dans quelques jours, vous allez manger à la décharge de la Ménière, vous avez pris ça pour le boutard. Allez-y aujourd'hui à Fossédé, vous pouvez manger là-bas. Et bien, on va y mettre un restaurant pour vous inviter. Donc, il y a plusieurs points de regroupement comme ça, modernes, que nous sommes en train de faire. Et il y a déjà 10 qui ont été réceptionnés. Il y a au moins en cours de réalisation. Et comme je dis souvent aux gens, moi, ma formation m'impose un travail avec méthodologie. Je ne gagne pas un résultat sur le terrain que je n'ai pas gagné sur papier. Quand on vient, on se projette, on fait le constat et on tire les conclusions avant d'entreprendre des actions. C'est ce qui a été fait. Dans le cadre de la professionnalisation donc, de l'assainissement de la ville de Conakry, nous avons fait des projections, nous avons mis des structures en place, et nous sommes en train de travailler à cela. Il y a les grandes gueules de la sensibilisation. La sensibilisation est en cours. On est en train de faire un travail énorme avec des artistes, avec des comédiens, avec des jeunes des différents quartiers que nous allons appeler Festi Salubrité. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Bien. Dans le cadre de la sensibilisation. Bien. Le ministre Boukantier, le ministre d'État, Elhadji Papa Koli Kourouma, qui était en direct dans cette... Il ne reste qu'à vous dire merci. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.
Mais vous avez rendez-vous donc avec cette émission tous les soirs en prime, en rediffusion plutôt à 22h40 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Je le disais, c'est la quasi-unanimité autour du choix sur sa personne, du choix porté sur sa personne. Rarement, une nomination d'un promu à la tête du non moins compliqué MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a reçu un accueil aussi chaleureux dans les milieux de l'école. Comment appréhende-t-il l'immense espoir fondé qui suscite sa nomination? S'estime-t-il déjà sous pression? Quels sont ses chantiers prioritaires? Dans un instant, ici et maintenant, Dr Bano Bari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, qui va prendre la parole dans notre émission. Antoine, avant, on a écouté le ministre Papakoli Nkrumah. On l'a écouté, Papakoli, qui a semblé s'énerver à un moment donné par rapport aux violences qui surviennent en région forestière. Mara l'a dit tantôt, par rapport au rôle joué par les cadres ressortissants. Je crois qu'il a parlé de justice qui serait en train de jouer son rôle. Il a aussi parlé de cas politique qu'on serait en train de faire de la situation en région forestière. Et donc, j'estime qu'il a tenté, tant bien que mal, de répondre aux questions, mais même si par endroit, c'est quand même énervé. C'est pas possible. De l'autre côté, on a vu... parlant de l'assainissement de la ville de Conakry, il a rappelé tout de même quelques efforts fournis pour changer l'image de la ville. J'ai cité le cas de Fossidé qui, pour moi, est une référence parce que de tout le temps, je l'ai dénoncé et si ça a changé, il est de mon devoir de le reconnaître et de le dire clairement. De ce côté, une villa a été construite dans laquelle les ordures sont déversées. Dans laquelle on peut désormais manger. On peut y manger. Les images, je vous les ai montrées tout à l'heure. Chaque matin, j'y passe avec fierté et on y verse nos ordures. Et vous y avez déjà mangé? Pas du tout. Eh bien, le temps pour notre réalisateur, parce que pour le moment, on n'arrive pas à joindre Dr Bano. Bassiko, on nous apprend quand même, c'est ahurissant, des corps confisqués, qui seraient confisqués depuis le mois de janvier à l'hôpital Ignace Dine. Oui, effectivement, c'est une communication qui a été faite par le FNDC hier, son directoire, donc, qui indique qu'il y a plusieurs corps encore qui n'ont pas été rendus aux victimes. Vous le savez, les dernières manifestations donc, qui ont été enregistrées ici à Conakry, il y a eu pas mal donc, de meurtres et les familles ont continué donc à réclamer les victimes. On se rappelle qu'il y a eu cette communication donc, qui a été faite donc, au compte du FNDC pour dire qu'il y avait des corps qui n'avaient pas été restitués. Qui n'avaient pas été restitués. Et puis de l'autre côté aussi, on avait entendu aussi le directeur général aussi de l'hôpital Ignace Dine aussi qui s'est expliqué sur ce cas. Et puis quelques mois après, le dossier refait surface. On va essayer de vérifier tout cela avec Ibrahim Diallo qui est chargé des opérations au FNDC. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, Aboka. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Alphonse Mara. Monsieur Ibrahim Diallo, vous portez des accusations au gouvernement selon lesquelles il confisque encore des corps de certains manifestants tués. Est-ce que vous avez la liste des manifestants et aujourd'hui des personnes capables de vous dire qu'ils n'ont pas encore reçu leur corps? Des familles. Bien entendu, je confirme que nous avons au total 8 corps confisqués encore par le gouvernement et gardés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Il s'agit respectivement de Mamadou Issa Ba, Mamadou Siré Diallo, Mamadou Saïdou Diallo, qui ont été assassinés du moins en janvier 2020. Il y a aussi Idrissa Bari et Suleiman Bari, abattu en février 2020. Il y a enfin Mamadou Hafizou Diallo et Mamadou Saliou Ba qui sont tués au mois de mars 2020. Donc ces corps-là sont effectivement confisqués et gardés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Vous avez la certitude, Ibrahim Diallo, que ces corps... Non, mais je pose la question, je n'ai pas fini. Est-ce que vous avez la certitude que ces corps restent gardés, confisqués à la morgue de l'hôpital Ignace Dine? Est-ce que vous y avez fait un tour? Quelle est la preuve que vous détenez par devers vous que ces corps sont à la morgue de l'hôpital Ignace Dine? Mais bien sûr, le FNDC a commis des avocats pour effectuer des démarches auprès du procureur général de la Cour d'appel de Conakry à l'effet d'obtenir la mise à disposition
des corps de ces personnes assassinées par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations contre le projet de troisième mandat en faveur de M. Alpha Condé. Mais malgré les efforts consentis par le FNDC et les familles des victimes, nous sommes au regret de constater toujours le refus catégorique et injustifié du gouvernement à restituer ces corps pour permettre au FNDC et aux familles des victimes de les enterrer. Oui, mais moi j'ai deux questions. La première, on se souvient bien, à l'époque d'ailleurs, le Premier ministre et même le chef de l'État s'étaient exprimés sur les conclusions d'autopsie réalisées avec de l'expertise étrangère. Et le gouvernement semblait croire que, si vous voulez, toutes ces morts-là n'étaient pas imputables au service, au FDS régulière. Est-ce que, Monsieur Diallo, la raison fondamentale peut-être n'est pas d'attendre un procès pour brandir ces preuves-là? Non, attendez, je vous rappelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les corps ont été confisqués pour faire l'autopsie afin de déterminer la cause des décès. Mais depuis le mois de janvier, aucune communication n'a été faite par le procureur général sur les rapports d'autopsie, comme cela s'est fait dans tous les pays qui ont des gouvernements sérieux et soucieux de la vie de l'être humain. Car tout résultat, chez nous, tout résultat de l'autopsie qui confirme les morts par balle et l'usage des armes... Nous sommes bien d'accord, M. Diallo, mais on se souvient que le Premier ministre, lui, à l'époque d'ailleurs, même nous dans les médias, on avait dit qu'il ne lui appartenait pas de révéler les conclusions ou en tout cas le contenu d'un rapport d'autopsie. On se souvient bien que le Premier ministre s'était exprimé là-dessus et plus tard le chef de l'État également. Mais bien sûr, c'est ce qui est regrettable parce que dans un État normal, dans un pays normal, c'est le procureur de la République, le procureur général qui devrait prendre la parole pour élucider l'opinion sur les circonstances des décès à travers, n'est-ce pas, le rapport d'autopsie. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les familles des victimes, quand même, ont le droit de disposer des rapports d'autopsie. D'accord. Alors, plus spécifiquement, aujourd'hui, le cas quand même qui a ému toute la population, c'est le témoignage de cette dame qui est passée dans notre émission et qui a dit que son fils, la dépouille de son fils aurait fait l'objet de retrait par le FNDC, mais que le corps peut-être serait détenu ou inhumé, mais elle n'arrive pas à faire son deuil. Qu'est-ce que vous y répondez spécifiquement? Les corps se trouvent à l'hôpital Ignace Dine. Vous savez, le FNDC participe à la manifestation de la vérité. Le gouvernement s'est toujours fendu des communiqués ici pour dire que c'est pas les forces de défense et de sécurité qui tuent les manifestants. Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est assassiné lors d'une manifestation, nous faisons en sorte que l'autopsie ait lieu. Quand l'autopsie ait lieu, quand même, le gouvernement devrait prendre la peine de pouvoir communiquer le résultat d'autopsie. Aujourd'hui, même les familles des victimes se sont vues refuser le rapport d'autopsie, ce qui est un droit inaliénable. Oui, mais bon, d'accord, mais on pourrait aussi vous répondre de l'autre côté que le FNDC a régulièrement affirmé que l'hôpital, notamment Ignace Dine, refuse les corps. Et aujourd'hui, vous dites que vous avez toujours fait en sorte que tous les corps soient autopsiés. Et là, il y a un souci. Non, bien entendu. Vous savez, faites un peu la nomenclature des événements. Quand, à un moment donné, le gouvernement a refusé systématiquement que les corps soient reçus dans les différents hôpitaux, n'est-ce pas, du pays. Mais après, n'est-ce pas, les communiqués du FNDC, après, n'est-ce pas, l'indignation de l'opinion et des organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement a accepté que le corps soit enfin reçu par les hôpitaux publics, notamment à Ignace Dine, avec une procédure donnée. Mais aujourd'hui, nous avons effectivement les 8 corps qui sont séquestrés à l'hôpital Ignace Dine et nous avons effectué des démarches auprès du procureur général parce que c'est lui qui doit donner son accord pour que nous puissions récupérer les corps et les enterrer, mais impossible. Monsieur Diallo, je suis tout de même peiné ce matin lorsqu'on parle d'êtres humains qu'on qualifie de la sorte. Confisqués quand même. C'est juste incroyable. C'est un peu... j'ai du mal à comprendre quand on parle de corps humain. Alors, comment comprendre que depuis le mois de janvier, on est au mois de juin, 6 mois après, qu'on ne soit pas en possession
de corps, de personnes qui sont tombées sous des balles. Alors qu'il y a eu des manifestations récentes, à l'issue desquelles également il y a eu des cas de mort, mais qui ont été restitués. Comment comprendre que ces morts enregistrés en janvier ne sont jusque-là pas rendus aux familles des victimes? Et de l'autre côté, qui va recevoir les corps? Est-ce le FNDC ou les familles des victimes? Antoine, c'est très simple. Vous savez, le gouvernement est dans la dissémination des preuves, parce que tout rapport d'autopsie qui confirme les morts par balle et l'usage des armes de guerre contre les manifestants est systématiquement disséminé par le gouvernement. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on exige que les corps soient restitués aux familles avec les rapports d'autopsie et que le procureur puisse faire une communication pour édifier l'opinion, nous sommes d'accord, nous sommes rassurés que ces personnes-là ont été assassinées par des forces de défense et de sécurité à travers des balles réelles. Mais aujourd'hui, qu'on nous sorte ces rapports d'autopsie-là, et même vous, les médias, vous en avez besoin pour pouvoir élucider l'opinion. Bien entendu. Pourquoi on garderait ces corps-là aujourd'hui et les rapports d'autopsie? D'accord. Ibrahim, dites-nous... Oui, dernière question, Bassirou. Oui, dernière question. Pour quel intérêt le gouvernement aurait aujourd'hui à garder ces corps? Ensuite, au-delà de la déclaration que vous avez faite hier et puis des démarches entreprises aussi par vos avocats, finalement, qu'est-ce que vous comptez faire pour que les corps soient rendus aux familles? Oui, avec l'indignation de l'opinion, le gouvernement, depuis hier, est en train, à travers le ministre de la Citoyenneté, est en train de procéder à une manière de restitution clandestine des corps des victimes aux différentes familles, mais sans les rapports d'autopsie. Et c'est pourquoi le FNDC exige que les corps soient restitués avec les rapports d'autopsie. Mais restitués, parce que pour répondre aussi à la question de Bassekou, mais les corps restitués aux familles ou au FNDC? Mais les corps sont toujours restitués aux familles, mais le FNDC accompagne les familles dans les démarches pour l'inhumation de ces patriotes martyrs qui ont été assassinés par les services de défense et de sécurité. Donc le processus de restitution de ces corps est en cours? Pour le moment, le gouvernement a entrepris des démarches pour pouvoir restituer de façon clandestine ces corps. Mais ce que le FNDC demande avec les familles, c'est que les corps soient restitués et que les rapports d'autopsie également soient transmis aux familles des victimes. Bien. Ibrahim Diallo, il est responsable des opérations du FNDC. Peut-être un mot sur la manifestation du 8 juin. Comment se prépare-t-elle? Déjà, on est à un peu plus de 10 jours de cette manifestation. Est-ce que vous êtes en train de mener des démarches auprès des autorités communales qui sont concernées par l'itinéraire? Parce qu'on imagine que, selon ce qu'on a vu, que ça sera sur l'autoroute Fidel Castro. Vous avez le sentiment que cette manifestation sera autorisée par le gouvernement? Abokar, nous sommes dans un régime d'information. Nous allons préparer les courriers d'information pour envoyer, n'est-ce pas, aux autorités communales élues lors des élections communales, pour notamment que ces autorités puissent prendre toutes les dispositions pour encadrer cette marche. En attendant, nous avons mis déjà en mouvement toutes nos cellules citoyennes dans les quartiers et toutes les antennes du FNDC dans les différentes communes, les collectifs des femmes. Nous sommes vraiment dans la mobilisation actuellement. Bien. Oui, on va le laisser. Ibrahim, allez-y. Oui, Ibrahim, je veux dire sur cette même question. En temps normal, toutes vos manifestations ici ont été systématiquement interdites par le gouvernement. Vous avez quelle garantie aujourd'hui qu'en période de coronavirus, eh bien que cette manifestation que vous projetez pour le 8 juillet sera autorisée par la municipalité, par le gouvernement? Non, je dis encore une fois que nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation. Donc nous allons informer les autorités compétentes pour que l'autorité puisse prendre toutes les dispositions pour encadrer cette marche. Bien. Ibrahim Diallo, chargé des opérations chez le FNDC, il nous explique à vous dire merci Ibrahim Diallo, merci d'être intervenu chez nous ce matin. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous,
Savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Dans un instant, donc, on va essayer d'entendre une autorité sur la question, sur cette question de confiscation des corps de 8 victimes des manifestations du FNDC depuis le mois de janvier, de janvier, de février et du mois de mars. On va essayer de voir comment entendre Dr Awada ou s'il le faut, si tout va bien, pourquoi pas le ministre Taran Diallo, donc, qui devrait aussi prendre la parole sur cette question. Si le temps nous permet, parce qu'on a tenté de le joindre, Dr Banoubari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il devrait dire 2 mots sur ces chantiers prioritaires avant la fin de cette émission. Antoine, nous avons entendu Ibrahima Diallo. Je l'ai dit lors de la question que j'ai posée, je suis tout de même peiné qu'on qualifie qu'on traite le corps de Guinéen de la sorte. Et le terme corps du FNDC, je le rejette. La personne a dit corps du FNDC. Mais si, c'est ce que tu as semblé dire. J'ai dit corps de victimes des manifestations du FNDC. Réclamé par le FNDC, je rejette le terme de corps du FNDC. Personne n'est pas de corps. Mais attendez, Antoine, mais citoyens guinéens. Tu racontes quoi? Les citoyens guinéens sont tombés. Oui. Et je veux qu'on les qualifie. Mais à l'occasion de manifestations organisées qui n'étaient pas par le FNDC. Qui n'étaient pas forcément manifestants. Il y a des gens parmi eux qui sont morts chez eux. C'est toi qui le dis, Antoine. Qui n'étaient pas manifestants. Je veux qu'on les qualifie de citoyens guinéens qui sont tombés sous des balles et qui n'étaient pas forcément manifestants. Qui soient tombés au cours de. Attendez, militants. Non, mais c'est que vous dites, Antoine, est dangereux. Pas dangereux. Qui soient tombés sous des balles. Attendez. Pas forcément. Je ne confirme pas qu'ils sont tombés sous les balles. C'est l'autopsie qui va le déterminer. Mais ce qui est vrai, ils sont tombés soit à la faveur ou à marge d'une manifestation organisée par le FNDC. Le terme corps du FNDC, personne ne parle de corps du FNDC. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des citoyens. On parle de 8 corps de victimes qui n'étaient pas forcément manifestants. De précédentes manifestations. Forcément manifestants. Bien, et qui ont pu décéder de façon innocente. Merci Antoine. Bien, on va aller sur le terrain pour entendre monsieur Mamadou Taran Diallo. Il est ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Diallo, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Alphonse. Monsieur le ministre, vous nous confirmez ce matin, comme Ibrahim Diallo, que depuis janvier, il y a des jeunes Guinéens dont les corps n'ont pas été rendus à leur famille? Écoutez, moi j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a une tentative de restitution en coulisses de corps. Alors ce que je pouvais vous dire, comme vous l'avez dit, pour des raisons humanitaires, nous nous sommes occupés de cette question à double volet. Le premier, c'est que maintenant le principe est acquis qu'il faut restituer ces corps aux familles au premier degré. La deuxième chose, pour tout ce qui concerne la procédure d'enquête et judiciaire, c'est le faire en coopération avec monsieur le procureur de la République. Donc, sur cet aspect, durée, cause, suite des enquêtes, on va se tourner vers le procureur de la République qui avait commis le médecin légiste pour faire les autopsies. Du côté humanitaire... D'accord, mais monsieur Diallo, dites-nous, pourquoi ces corps étaient-ils retenus depuis tous ces longs mois alors que les autopsies étaient déjà terminées? On a même entendu le chef de gouvernement ici à un moment donné en délivrer quelques contenus. Alors, dites-nous pourquoi les corps étaient retenus jusqu'à présent. Comment vous comprenez cette situation? Je voudrais que vous réserviez cette question au médecin légiste et au procureur de la République qui s'occupe de ces questions-là. Bien. Alors, Ibrahima Diallo dénonçait ce qu'il appelle une restitution clandestine des corps aux familles, donc sans les rapports d'autopsie. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation d'Ibrahima Diallo? Je vous ai dit, il n'y a pas de restitution clandestine. Nous sommes à la recherche des familles au premier degré, père, mère, en présence du procureur de la République, éventuellement des avocats. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est
pas dans une dispute à qui appartient le corps de FNDC ou c'est la famille. Nous sommes à la recherche des familles. Et le tout se fera en présence avec le procureur de la République et les avocats. Alors, monsieur le ministre, vous nous confirmez ce matin donc, que les corps seront restitués aux familles, mais pas donc, au FNDC. Et où en est-on avec l'autopsie également des corps? L'autopsie est terminée. Le médecin légiste dit que les autopsies sont terminées. Il a produit un rapport qu'il a mis à la disposition du procureur de la République. Oui, mais est-ce que les corps seront restitués avec les rapports d'autopsie? C'est la question. Je vous ai dit, là, on va remettre les corps aux familles au premier degré en collaboration avec le procureur de la République et les hommes de droit. Nous nous occupons surtout du côté humanitaire. De l'autre côté... Oui, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que vous allez le faire en concertation avec les hommes de droit, avec le procureur? Est-ce que ça sous-entend que les corps seront accompagnés des rapports d'autopsie? Alors ça, on va se tourner vers le procureur de la République et les avocats. Ça, c'est leur domaine. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Grand merci à vous, monsieur le ministre Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui répondait donc aux questions des grandes gueules ce matin. D'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Radio Espace Guinée, les grands... On arrive carrément, pratiquement sur... on atteint la ligne d'arrivée dans quelques minutes. Si le temps, le réalisateur donc, parvient à l'avoir, on va essayer de l'entendre pour la première fois. Dans la tunique de nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, je vais nommer Dr Bano Bari plutôt, Dr Bano Bari, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui devrait donc dire deux mots donc sur ces chantiers prioritaires. Parce qu'on a entendu le ministre Taran Diallo. Oui, on a entendu le ministre Taran Diallo. Je pense que ce dossier, d'abord, on ne comprend pas parce qu'il n'a pas répondu à la question pourquoi les corps sont restés jusque-là gardés depuis les manifestations qui ont été tenues, disons, depuis janvier 1. Deuxièmement, il faut qu'on nous explique clairement est-ce que les corps vont être restitués aux familles avec les rapports d'autopsie parce que le gouvernement... Il a renvoyé la question au procureur. Oui, mais je pense qu'il faut que cette question soit répondue. Soit tranchée, ouais. Soit tranchée et qu'on sache dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées pour pouvoir situer les responsabilités. Ouais. Notamment parce que vous vous souviendrez... Parce que c'est le rapport d'autopsie qui devrait le dire. Oui, parce que vous rappelez que des activistes des droits de l'homme, les membres du FNDC ont suffisamment communiqué pour demander l'ouverture d'une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé. Alors le gouvernement a conditionné tout cela par la réalisation, donc par la production donc d'un rapport d'autopsie pour pouvoir déterminer les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. Je crois que ces rapports-là doivent être mis à la disposition de la presse, des familles pour savoir exactement ce qui s'est passé. Bien, Basseko, c'est un dossier donc, que nous allons suivre sur nos différentes plateformes, mais aussi dans cette émission Les Grandes Gueules. Il est en direct, Dr Bano Bari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans notre émission, Mohamed Mara. Monsieur le ministre, il est assez rare quand même en Guinée que l'unanimité se fasse autour d'une nomination, mais force est de constater que c'est pratiquement le cas autour de la vôtre. Dites-nous d'abord quel est votre sentiment et ensuite, avant de décliner vos grandes priorités, si vous voulez, quel regard portez-vous sur le secteur de l'enseignement, j'ai envie de dire de l'enseignement pré-universitaire aujourd'hui? Écoutez, c'est un honneur pour moi de servir la Guinée et les Guinéens. Quel regard je porte sur le système? Disons, c'est le regard de quelqu'un qui est un spécialiste des questions d'éducation, qui a réalisé plusieurs études, mais qui n'avait pas la main dans la pâte. Vous savez, les peuples disent, celui qui a entendu parler, celui qui a vu et celui qui s'en est échappé ne court pas de la même façon. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que j'ignore.
Je vais d'abord apprendre, compléter ma connaissance, partager le diagnostic et obtenir de mes collaborateurs une vision partagée que je soumettrai à l'autorité dans l'espoir de bénéficier d'un accompagnement de l'intégralité du gouvernement pour essayer de qualifier le système éducatif. Voilà. Parlant d'actualité, monsieur le ministre, on sait que vous rentrez en réunion tout de suite. Le 29 juin prochain est annoncé pour la reprise des cours dans les classes d'examen. Dites-nous quelles sont les dispositions pratiques prises pour une rentrée réussie des élèves. Il y avait déjà des dispositifs qui sont pris. Nous sommes en train de faire la réunion. On a déjà fait une première réunion, on fait une seconde réunion sur le sujet pour le suivi de l'ensemble des dispositions qui sont prises pour s'assurer que effectivement on sait avec certitude tous les paramètres, que l'on contrôle l'ensemble des paramètres liés à l'ouverture le 29. Oui, parmi ces paramètres, monsieur le ministre, Bano, il y a la pulvérisation des concessions scolaires. Cela a été annoncé plus d'une fois par le gouvernement, par le chef de l'État, mais aussi par le Premier ministre. Qu'en est-il de cette disposition? Est-ce que c'est réel, c'est effectif sur le terrain que les écoles qui vont rouvrir à partir du lundi sont déjà pulvérisées, les locaux de ces écoles ont déjà été pulvérisés? Bon, je ne peux pas vous dire qu'au moment où je vous parle que l'intégralité des écoles des zones d'épicentre de la pandémie sont pulvérisées. Je sais qu'il y a déjà eu des écoles. On est en train de faire le point de la situation. J'ai demandé qu'il y ait un tableau statistique de suivi pour s'assurer à la fois la pulvérisation, la mise à disposition des kits, des kits de lavage, des thermoflash, l'ensemble du matériel. Des masques également, monsieur le ministre. Des masques. Il y a un opérateur principal par rapport à tout ce dispositif, c'est l'UNICEF. Il y a un cadre du ministère qui est désigné pour faire le suivi. Il va nous présenter la situation probablement demain, parce que demain on sera obligé encore de travailler pour s'assurer que l'ensemble des dispositions qui figurent dans le plan de réouverture sont respectées par l'ensemble des intervenants dans le secteur. Monsieur le ministre, parlons toujours de dispositions pratiques. Comment est-ce que les élèves seront installés? Est-ce que des écoles seront réquisitionnées pour accueillir des élèves? Parce que on parle de respecter la distanciation physique. Ça va se faire comment dans les écoles? Écoutez, pour ce qui est des distanciations, les contrôles ont déjà été faits sur l'ensemble de la ville de Conakry. Il n'y aura aucune classe qui sera surchargée. Au maximum, il y aura entre 20 et 25 élèves par salle de classe. Ça, le dispositif, l'installation, le dispositif des salles de classe a déjà été contrôlé avant même que je n'arrive au niveau de ce ministère. Et lundi matin, tous les cadres du ministère vont être sur le terrain. Personne ne va rester dans le bureau. Et nous allons vérifier la rentrée effective. Bien. Le même dispositif est prévu pour l'intérieur du pays avec les IRE et les DPE. Tout le monde doit être sur le terrain pour s'assurer que la rentrée effective se fait en respectant les normes de sécurité sanitaire. Bien. Un mot avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, sur le baccalauréat de cette année. On apprend déjà que une première liste de candidatures avait été déjà établie et que cette liste a commencé à être modifiée. Est-ce que vous êtes au courant de ce état de fait? Qu'en est-il réellement de cette situation? Je ne sais pas, mais je rentre dans une réunion avec l'équipe qui avait été mise en place par mon prédécesseur qui s'occupe des examens. Ils vont nous présenter la situation et nous allons regarder tous les détails. Je n'étais pas au courant de cette information, mais si vous le dites, c'est probablement il y a une part de vérité, mais on va vérifier. Dernière question, monsieur le ministre, il y a des étudiants, des associations d'étudiants et d'élèves qui proposent un dépistage de l'ensemble des
des élèves qui vont reprendre les cours au coronavirus. Est-ce que ce dépistage va être fait ou pas? Et ensuite, il y a aussi la grogne aussi des enseignants du privé un peu partout à travers le pays. C'est important, oui. Est-ce que aujourd'hui, c'est une question qui vous préoccupe? Est-ce que vous allez discuter donc de cette question avant même la reprise des cours prévus pour ce lundi? Oui, ce n'est pas gagné que la reprise soit effective lundi dans les écoles privées de Guinée. Écoutez, vous posez beaucoup de choses en même temps. Le dépistage de 4 millions de personnes, vous dites? Parce que quand on me dit qu'il faut dépister tous les élèves de Guinée, imaginez-vous toutes les classes d'examen de l'ensemble du territoire national, du privé et du public. Vous savez ce que ça fait comme chiffre? Bon, je n'ai pas encore les données statistiques, mais je ne pense pas que ce soit réalisable. Et puis, on connaît quand même quelques paramètres liés à la pandémie jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu, disons, de cas portant sur des jeunes, des personnes pas âgées. Donc, je ne vois pas pour quelle raison on prendrait ces dispositions. Vous savez, chacun dit ce qu'il a envie de vivre, mais il y a quand même l'ANS et puis il y a le conseil scientifique. On ne peut pas se substituer à tout ce monde pour pouvoir avancer des choses un peu fantaisistes. Qu'est-ce que vous dites du cas des écoles privées? Une réponse rapide, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Écoutez, je rencontre l'association des fondateurs des écoles privées vers 14h, aujourd'hui encore. On va leur poser la question de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises à la fois du point de vue pédagogique et du point de vue sécurité sanitaire pour la réouverture. S'il y a des difficultés en rapport avec d'autres paramètres. Oui, mais la difficulté majeure là-dessus s'appelle le traitement des enseignants du privé, de ces écoles privées. Et ils menacent donc de boycotter cette rentrée si leurs revendications ne sont pas prises en compte, à savoir le rappel de leur salaire donc bloqué depuis que la pandémie du coronavirus a commencé. Est-ce que ces questions vont être prises en charge? Est-ce que vous allez vous impliquer pour un règlement, une sortie de crise sur cette question? Il ne faut pas créer une crise là où il n'y en a pas. Si, il y a une crise. Non, parmi les enseignants du privé, il faut dire qu'il y a plusieurs catégories. Je pense que beaucoup de gens l'ignorent. Vous avez du personnel enseignant qui sont dans les écoles privées, qui sont du personnel permanent, salarié mensuel. Vous avez à l'intérieur des écoles privées des gens que je pourrais appeler des tâcherons, c'est-à-dire qui sont payés à la tâche. Ils ont un volume horaire et ils sont payés. Et puis vous avez une catégorie d'enseignants du privé qui sont des enseignants du public qui viennent enseigner au niveau du privé. Vous avez plusieurs catégories. Attendez que l'association des fondateurs nous présente la situation, que nous discutions et que nous regardions concrètement avant de prendre une décision. Bien. Dr Bano Bari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, notre invité ce matin. Ça vous fait peur, c'est la toute dernière question, ça vous fait peur de porter sur vos épaules l'immense espoir de tous ces acteurs de l'école guinéenne? Oui, pour dire vrai, ça m'empêche de dormir. Mais j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. Je veux que les Guinéens se sentent à l'aise dans leur propre pays et qu'ils aient un système éducatif performant. Je pense que c'est une motivation extrêmement forte. Bien, une motivation extrêmement forte, extrêmement formidable. Les mots de Dr Bano Bari, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, à vous souhaiter quand même un bon parcours dans les fonctions qui sont les vôtres désormais à la tête de ce département, pas du tout facile, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci Dr Bano Bari, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des chroniqueurs. Merci à la réalisation Amadou Sow du côté de la radio, toute l'équipe mobilisée sous la conduite de Steve Le Guinéen, Mamoudou Kone, le colosse Nalaye Sidibé et je crois une autre réalisatrice qui est aux côtés de Nalaye Sidibé. Merci à tous. La semaine prochaine, dès lundi, le Turbo qui reprend le commandement et ce sera déjà la dernière au compte de cette saison. Merci de l'attention et portez-vous bien. À jeudi prochain. Au revoir.